Bonjour, Bonjour bienvenue. tout le monde. Merci, bonjour. Bonjour Estelle qui nous dit aussi bonjour. On a Léonard qui ne doit pas avoir de micro qui nous dit bonjour. Elodie Eudeline. Et on a Demoulins EDJ. Je ne sais pas qui se cache derrière. Ah ben Raphaël. c'est Raphaëla. Bonjour Raphaëla, bonjour Desmoulins EDJ. Bon, enfin bonjour à tous, bonjour à toutes et à FMFC. tous. FMFC, qu'est-ce que c'est FMFC? Je ne sais pas, ça communique en acronyme du coup. Hein. Je, je googleise FMFC. Formation FMFC, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est la Fédération musicale de Franche-Comté? Je ne sais pas, j'hésite. C'est pas mal ça, Fédération musicale de Franche-Comté. Hein, Excellent. il me dit exactement, c'est ça. Non, c'est formation et conseil. Formation et conseils, d'accord, bienvenue. Bonjour Anne-Marie de Cap Emploi. Bonjour Madame de Oliveira. On attend un petit peu que, voilà, que tout le monde se connecte. Et puis On attend une quarantaine de personnes. Je Les pensais que tu dit émotions, on attend l'intelligence émotionnelle passionne. Je pensais que tu dit on attend une quarantaine de minutes. On attend une quarantaine de minutes que tout le monde se connecte. Il en restera 5 pour faire un tour de table, que chacun se présente. Et voilà, sur les 40 personnes, vous aurez chacun 1 minute pour vous présenter. Et puis, il sera temps de se quitter. Voilà. Alors ça, ce sont les Speed Business Meetings. Je rebondis une Ah minute pour ouais, se présenter, qui vas-y, vont se vas-y, tenir vas-y. le 19 novembre. On organise 2 sessions l'après-midi. Et exceptionnellement, ça ne sera pas que pour nos adhérents. On l'ouvre aussi à tous les prospects. Donc n'hésitez pas à faire passer l'info autour de vous. Donc voilà, 19 novembre. Tu fais bien de parler de ça, Yoann. Ouais. Et ben voilà, il faudra bien, si tu as une petite info générale UPE à faire passer, Ouais. il ne faudra pas hésiter. Bonjour, Bonjour, bonjour Camille, c'est ça, si j'ai pas de c'est ça, bêtises. Bonjour tout à Camille, fait. merci Salut d'être avec Camille. nous. Avec plaisir. Bonjour Carole également qui nous a dit bonjour, je crois. Et puis après, bonjour tout le monde, et je ne vois pas tout le monde après, hein, donc si j'en oublie, je m'en excuse. Voilà, on arrive bientôt à une vingtaine. Il y aura ensuite. Déjà? Non, déjà. Ouais, déjà. Vache. Quel succès. Ouais, bah ouais, ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Alors, est-ce que Alors, l'intelligence ah, émotionnelle intéresse plus les femmes que les hommes? eh ben tu sais Ou quoi? est-ce que c'est l'effet Johan? Je n'en sais rien, mais il y a beaucoup de femmes Euh, connectées. alors, j'aime bien la réponse 2, en fait, pour tout te dire. Mais je dois admettre que si je dois être honnête, je pense que c'est plus la réponse 1 en fait. Eh bien, tu sais quoi? Tu sais que les études démontrent que, on va le voir dans l'intelligence émotionnelle. Alors, ce n'est pas un point que je vais aborder sur cette notion étude, mais les femmes ont beaucoup plus de disposition à comprendre et à utiliser les compétences liées à l'intelligence émotionnelle que les hommes. Et voilà, c'est un des rares points sur lequel, sur le fonctionnement des individus, il y a des différences entre hommes et femmes, parce que contrairement à ce qu'on croit, il n'y en a pas tant que ça. Mais sur ce point-là, pour le coup, il y a une vraie différence. Et il m'a fallu 4-5 mois pour l'accepter et me remettre de ma dépression, mais voilà. Bah, écoute, c'est impressionnant. Je crois qu'il y a 2 ou 3 hommes sur les 23 connectés et 20 femmes. Ouais, et je crois qu'en On a plus, c'est des tous membres de une même. part, on a tous une part féminine et une part masculine en nous. Oui, oui, exactement. Oui, c'est ce que je dis aussi après quelques verres et je le comprends. Non, mais c'est vrai. C'est vrai je suis d'accord avec vous, Carole. C'est vrai que logiquement, on a tous une certaine part là-dessus. Toc, toc, toc. Il est 14h30. On a 22 personnes connectées. Ok. Est-ce que tu veux qu'on attende un peu ou est-ce que tu veux qu'on démarre? Comme tu le Comment souhaites. Je Bah, pense qu'on peut peut-être un peu démarrer, 22 je participants. Ouais, je pense que par respect pour les personnes qui sont connectées dans le timing, on va démarrer et sachant qu'on a un timing jusqu'à 15h30, donc l'idée c'est de ne pas déborder. Donc rebonjour messieurs, dames et un grand merci et très impressionné d'avoir autant de monde comme ça sur cette session. Hop, j'ai enlevé les caméras comme ça, je vais pouvoir me mettre la diapo sous les yeux.
Donc, effectivement, un thème aujourd'hui, c'est comment l'intelligence émotionnelle peut-elle vous aider à performer dans votre activité. Donc, on va parler intelligence émotionnelle. Juste avant de démarrer, la moindre des courtoisies, c'est que je puisse me présenter à vous très rapidement. On ne va pas passer beaucoup de temps dessus. Donc, je m'appelle Yohan Massico. Je dirige un cabinet de conseil et de formation qui s'appelle Connex CS. Ça fait 15 ans que je fais du conseil et de la formation en entreprise. J'ai un parcours un peu classique, anciennement commercial sédentaire, puis itinérant, puis directeur commercial. Et puis, il y a 15 ans, j'ai rejoint un cabinet de conseil et de formation où j'ai découvert ce métier, j'ai adoré ce métier. Et puis, il y a 5 ans, j'ai décidé de créer mon propre organisme de formation, donc Connex CS. Je l'ai construit et je l'ai développé sur une idée simple et forte, et c'est celle qui va nous animer aujourd'hui, c'est que l'humain est le premier facteur de succès d'une entreprise. On est nombreux à partager cette conviction et j'en suis très heureux. Et c'est celle que je défends chaque jour avec mes équipes et chez mes clients sur le fait de pouvoir dire que pour qu'une entreprise performe, il faut que les équipes performent, mais pour que les équipes performent, il faut que l'individu soit dans une situation où il puisse s'épanouir et lui-même performer. Donc, il faut savoir faire un focus sur l'individu, comprendre comment il fonctionne pour pouvoir le nourrir et lui permettre d'être le meilleur dans son quotidien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'utilise un certain nombre d'outils que vous voyez à l'écran, qui sont des outils soit qui vont se baser sur le comportement, avec une méthode qui est assez connue, qu'on appelle la méthode des couleurs ou la méthode DISC de William Marston, dont je vous parlerai tout à l'heure. J'utilise également des méthodes qui sont liées au comportement et au moteur, qui sont sur le côté à droite de votre écran, qui est une méthode qui a été développée par un monsieur qui s'appelle Springer, dont je vous parlerai également rapidement tout à l'heure. Et puis, il y a cette méthode de l'intelligence émotionnelle que vous voyez en bas de l'écran. Donc, ce sont des outils, et j'insiste vraiment sur ce terme outils, c'est-à-dire que ce ne sont pas des vérités en soi, ce sont des informations que l'on a sur une personnalité. Mais la personnalité, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et ce n'est pas 3 outils qui vont permettre de résumer la personnalité de quelqu'un. Il y a beaucoup d'autres choses qui font la personnalité d'un être humain. Et encore aujourd'hui, avec les neurosciences, on découvre encore de nouveaux aspects liés à notre personnalité. C'est un sujet qui est extrêmement riche, qui est loin d'être arrivé à son terme, puisque chaque année, il y a de nouvelles découvertes. Je vous parlerai un peu plus tard de ces différentes personnes, Marston et Springer notamment. Et pour terminer sur cette rapide présentation, en quelques mots, voilà les domaines sur lesquels mon organisme intervient, que ce soit sur la performance individuelle ou collective, et on peut aussi bien parler de cohésion d'équipe, de gestion du stress, gestion du temps, que bien sûr le management, aussi bien sur le pilotage d'une activité que le management individualisé ou le leadership, et puis tout ce qui va concerner la performance commerciale, aussi bien la vente, la négociation, la construction d'une offre, l'animation de clients. Et la performance dans les réseaux sociaux, qui n'est clairement pas mon domaine, les réseaux sociaux. Et je m'appuie, comme pour dans certaines d'autres situations, sur un réseau de consultants que je connais depuis très longtemps. Et je m'appuie notamment sur une personne experte dans ce domaine-là, qui est liée à l'intelligence émotionnelle. Quand on fait le lien entre réseaux sociaux et intelligence émotionnelle, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont très, très troublantes et très intéressantes. Et là encore, vous retrouvez des études qui sont faites par des psychologues sur cette expansion des réseaux sociaux et sur les émotions que ça génère. Et pour ceux qui ont Netflix, je vous invite à regarder un documentaire qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée, qui est un documentaire passionnant sur les réseaux sociaux et qui est commenté par les personnes qui ont travaillé chez Facebook, qui ont dirigé Facebook, Instagram, etc., et qui explique aujourd'hui l'impact des réseaux sociaux sur l'humain et notamment sur les émotions que ça génère. C'est très, très riche, très intéressant. Voilà, une rapide présentation. Je ne voulais pas aller trop loin dans le détail, mais c'est juste pour que vous puissiez situer un peu qui je suis et peut-être un peu mieux comprendre aussi cette intervention et comment je vais la structurer. Élodie, je te laisse intervenir dès que tu estimes nécessaire, dès que tu vois qu'il y a sur le chat une question ou quoi que ce soit, tu prends la parole, tu me coupes la parole et puis évidemment, moi je me permettrai de vous faire réagir si aussi il y a besoin. Entrons dans le vif du sujet. Alors, intelligence émotionnelle et performance, quel est le lien entre les deux?
Déjà, on va poser quelques bases ensemble pour bien comprendre comment est née cette notion d'intelligence émotionnelle ou d'où elle vient, cette notion d'intelligence émotionnelle. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est de William Marston. Donc William Marston, qui est un psychologue du début du XXe siècle, et qui dit la chose suivante: nous ne voyons pas le monde comme tel qu'il est, mais nous voyons le monde comme nous sommes, nous. Et c'est très intéressant, et j'aime beaucoup cette image-là de ces deux petits personnages qui se disputent pour savoir si c'est un 6 ou si c'est un 9. Au final, c'est la vision du monde qui leur permet de pouvoir dire si c'est un 6 ou si c'est un 9. Alors, cette vision du monde, comment est-ce qu'elle est définie ou comment est-ce qu'elle est née? Il y a eu plusieurs étapes. Il faut savoir que la compréhension du fonctionnement de l'être humain, je ne vous apprends rien en vous disant ça, remonte à l'Antiquité, à l'Antiquité grecque. Déjà, Platon, Socrate, de nombreux philosophes se sont interrogés sur cette notion, sur la relation entre les hommes, sur les émotions également. Et il y a eu énormément de recherches sur cet aspect-là. Le XXe siècle est vraiment un tournant où le monde moderne a permis de faire de grandes avancées là-dessus. Il y a eu plusieurs étapes et je vais vous présenter un premier personnage que à la fois j'aime beaucoup pour ce qu'il a fait et en même temps qui m'a beaucoup perturbé. Ce personnage, c'est Monsieur Lewis Terman. Lewis Terman est un psychologue, je suis désolé, je vous l'annonce comme ça un peu brutalement, il est décédé, voilà, ça c'est fait. Lewis Terman était un psychologue du 19e, fin 19e, début 20e siècle. Lewis Terman a travaillé sur les enfants à haut potentiel. C'est quelqu'un qui a eu et qui nous a permis d'avancer énormément sur la compréhension des enfants à haut potentiel et à comprendre pourquoi ces enfants-là ne réagissaient pas comme tout le monde. Et donc, il a défini cette notion de QI, coefficient intellectuel, et qui lui a permis de comprendre que ces enfants à haut potentiel avaient des QI très élevés et que du coup, leur lecture du monde, on revient toujours sur la même chose, leur lecture du monde n'était pas la même et leur interprétation du monde n'était pas la même. Là où je suis un peu moins en phase avec Lewis Terman, c'est parce que du coup, cette notion de QI, il l'a traduit sur sur des notions un peu plus loin, ou il l'a poussé, on va dire, un peu plus longuement. Il l'a poussé jusqu'à en faire ce que Gardner appelle, Gardner, un autre psychologue contemporain pour le coup, la tyrannie du QI. La tyrannie du QI, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après la théorie de Terman, il y a les personnes qui ont un QI élevé. Et puis, ces personnes-là qui ont un QI élevé, on va leur permettre de faire des grandes écoles et leur donner des grandes responsabilités dans l'entreprise, dans des grandes entreprises, dans l'administration, les services publics, voire même dans l'armée. Et on est au début du XXe siècle, on est grosso modo aux alentours de la Première Guerre mondiale. Et donc, cette tyrannie du QI a fait qu'on a fini par classer les gens sur haut potentiel, enfin gros QI, grosse responsabilité. Et puis les autres, ceux qui avaient des QI un peu moyens, comme moi, c'est pour ça que Terman, je l'aime moins déjà, ceux qui ont des QI moyens travailleront pour ceux qui ont des QI élevés. Et c'est ce qui s'est développé sur cette première moitié du XXe siècle. Et ça a amené un certain nombre de catastrophes. Catastrophes économiques, catastrophes militaires, conflits, parce qu'on s'est aperçu que ce n'est pas parce qu'on a un QI élevé qu'on est forcément meilleur que quelqu'un qui a un QI moyen, correct. C'est-à-dire qu'on a découvert qu'il y avait d'autres formes d'intelligence et pas uniquement l'intelligence au sens de quotient intellectuel. Et c'est ce que Marston a défendu, William Marston a défendu le fait qu'il y avait d'autres formes d'intelligence. Il y a l'intelligence relationnelle, par exemple, ma capacité à créer des relations qui soient constructives, conviviales, efficaces avec des personnes. Il y a l'intelligence situationnelle, ma capacité à comprendre une situation et à pouvoir, à ce moment-là, m'adapter à cette situation. Et puis, il y a la capacité décisionnelle, ma capacité à comprendre une situation pour prendre des décisions. Et avoir un QI élevé ne veut pas dire que j'ai cette forme
de relationnel, de situationnel ou cette forme d'intelligence décisionnelle. Et c'est pour ça qu'on a eu des personnes qui avaient un QI élevé, mais qui n'arrivaient pas à fédérer des gens avec eux, à les emmener avec eux, qui ne comprenaient pas une situation, ne savaient pas la lire, et donc du coup, la décision qu'ils prenaient derrière n'était pas la bonne. Donc William Marston a été, avec un certain nombre d'autres psychologues, les premiers à dire que certes, le QI est à prendre en compte, il ne faut pas le rejeter, mais ce n'est pas la seule forme d'intelligence qui existe. Edward Sprenger, lui aussi psychologue et psychiatre également du XXe siècle, a lui-même défini qu'au-delà de ces formes d'intelligence, il y a ce qu'on appelle les attitudes ou les moteurs, c'est-à-dire ce qui est important pour nous, ce qui nous nourrit, ce qui nous met en mouvement ou au contraire ce qui nous freine. Exemple, certains vont avoir un moteur qu'on peut appeler harmonieux. Par exemple, des gens qui aiment plutôt avoir un cadre de vie qui soit apaisé, calme, serein. C'est leur moteur. Et ils vont donc aller toujours dans une direction ou faire des choses qui vont nourrir ce moteur. Et en même temps, ce moteur est un frein parce que, effectivement, s'il y a un moment où la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il peut y avoir des moments de vagues, des moments de tempête. Et à ce moment-là, je peux perdre pied parce que moi, ce que j'aime, c'est la sérénité. Mon moteur harmonieux aime la sérénité. Et forcément, quand il y a un peu de tempête, quand il y a, je ne sais pas, un truc un peu qui va amener des tensions, eh bien, je peux perdre pied du coup et ne pas avoir la bonne réaction. Donc, ce qui est intéressant avec Sprenger, c'est que Sprenger s'est interrogé sur le fait de qu'est-ce qui nourrit chaque être humain, qu'est-ce qui le met en mouvement et qu'est-ce qui va potentiellement pouvoir le freiner. Et évidemment, les moteurs, même s'il en a défini 12 au total, on n'a pas tous les mêmes 12 moteurs, donc on a tous des moteurs qui sont qui nous sont propres. Sur la deuxième partie du XXe siècle, il y a une notion qui est arrivée, qui est revenue à ce moment-là dans les débats des psychologues, qui est le fait de dire oui, Marston, tu as raison, il y a cette intelligence relationnelle, il y a cette intelligence situationnelle qui est importante. Oui, Sprenger, tu as raison, il y a les moteurs qui nous mettent en mouvement qui sont importants. Mais il y a une autre notion, il y a la notion des émotions. Les émotions, c'est la partie centrale de l'être humain et de la personnalité. Alors les émotions, c'est un long débat et vous allez voir qu'on va avoir ce débat ensemble d'ici quelques instants. Les émotions, c'est un long débat parce que ce n'est pas facile de définir une émotion. D'ailleurs, je vais vous poser une petite question comme ça et je vous invite à répondre sur le chat, ce qui peut être sympa. D'après vous, combien est-ce qu'il existe d'émotions? Qu'est-ce que vous diriez? Je vous laisse répondre sur le chat et on va essayer de voir un peu ensemble combien est-ce qu'il y aurait d'émotions d'après vous? Oh, je n'ai pas de réponse. Tu vois les réponses, toi, Elodie? Non, si. ça y est, on a Léonard 200. qui nous dit 200. 200 Léonard, 3 pour Madame de Oliveira, trop pour Camille, excellente réponse, trop effectivement. 15, 40, 20, 5, c'est pas mal. Entre 7 et 9. Ah, pas mal Laetitia. 6, 9, 100. Ah, Carole, pas très loin de la vérité, effectivement. Une dizaine. En fait, il y a des centaines d'émotions. C'est très, très compliqué de définir ce qu'est une émotion. Il y a des centaines d'émotions et c'est un débat de nombreux psychologues que de nombreux psychologues ont aujourd'hui sur déjà qu'est-ce qu'une émotion. On va déjà poser ce débat-là, c'est qu'est-ce qu'une émotion. Quelle est la différence entre une émotion, un sentiment et un ressenti? Donc, par exemple, pour certains, l'amour est une émotion. Pour d'autres, c'est un sentiment. Pour certains, la surprise est une émotion. Pour d'autres, c'est un ressenti. Donc, c'est très, très difficile. Et du coup, il a fallu un moment qu'ils arrivent à définir, à avoir un compromis sur le fait de ces émotions. Donc, ils sont partis du compromis suivant, sur le fait de dire déjà, bon, on sait qu'il y a des centaines d'émotions et que c'est très compliqué à définir. Il y a un monsieur qui s'appelle Paul Ekman, qui est donc psychologue contemporain. Et pour le coup, autant les deux autres, ils sont décédés, autant lui est toujours en vie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc Paul Ekman a défini qu'il y a 4 émotions principales que l'on peut lire sur le visage d'un être humain
quelle que soit sa culture, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa situation géographique dans le monde. Autrement dit, la tribu la plus éloignée de notre ère moderne actuellement pourrait exprimer ces 4 mêmes émotions sur son visage. Ces 4 émotions, c'est la colère, la joie, la peur et la tristesse. Donc, c'est vrai que les psychologues contemporains sont partis de ce travail de Paul Ekman et de pouvoir dire, c'est vrai qu'il y a ces 4 émotions qu'a priori on peut lire sur le visage de n'importe quel individu dans le monde. Et puis, il y a eu un débat pour dire 4, est-ce que c'est suffisant? Non, il y en a d'autres. Donc, le débat s'est arrêté au final sur 7 émotions principales. On va rajouter donc aux 4 que je vous ai déjà précités, la surprise, la honte et le dégoût. Ce sont donc les 7 émotions que je dirais, les psychologues sur lesquelles les psychologues se sont mis d'accord pour dire ce sont les 7 émotions de base. Maintenant, si vous allez sur Internet et que vous recherchez par exemple la roue de Plutchik, P-L-U-T-C-H-I-C-K, je crois de mémoire à la fin, ou la roue de Robs, R-O-2-B-S, vous verrez que déjà, ils ne sont pas d'accord, ils font tous les deux une roue des émotions, mais ils n'ont pas les mêmes émotions. Donc, il y a toujours un peu de distance. Donc, tout ça pour dire que c'est très compliqué. Et il y a un monsieur qui, dans les années 80, qui s'appelle Daniel Goleman, qui a écrit un livre qui s'appelle L'intelligence émotionnelle. Et ce livre, en fait, a le grand mérite de mettre tout le monde d'accord et de pouvoir acter enfin ce qu'est l'intelligence émotionnelle et quelles sont les émotions de base. Et aujourd'hui, c'est le livre où c'est, je dirais, 2 références de l'intelligence émotionnelle. Et puis Daniel Goleman a un mérite en plus, c'est qu'il a le mérite de pouvoir citer toutes ses sources, aussi bien les travaux d'Ekman que de Springer, de Marston et autres personnes qu'il peut être amené à citer et qui permettent de pouvoir enrichir notre connaissance là-dessus. Donc, partons du principe que l'intelligence émotionnelle, ce sont ces 7 émotions principales et que l'intelligence émotionnelle, comme le disait Jean-Paul Sartre, c'est une façon d'appréhender le monde. L'émotion, c'est ce qui dirige chaque être humain que nous sommes. Et on va voir ensemble pourquoi l'émotion est aussi importante dans notre mode de fonctionnement. Pour ça, on va essayer de comprendre comment fonctionne un cerveau. Donc, je vous ai repris une coupe assez simple d'un cerveau. Et un cerveau est composé de 3 parties de manière très synthétique et très schématique. Il y a le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, dans l'évolution humaine, c'est le premier cerveau qui a été développé. Et ce cerveau reptilien, c'est le cerveau qu'on va appeler plutôt le cerveau de l'instinct, c'est-à-dire le cerveau qui nous permet de réagir instinctivement en fonction des situations. Et puis, il y a le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est lui qui gère les émotions. Et en final, il y a le néocortex, le cerveau qui gère les raisonnements. Donc, le cerveau des émotions reçoit d'abord l'information avant le néocortex. Autrement dit, une information, lorsqu'elle rentre dans mon cerveau, elle va d'abord passer par le reptilien, très rapidement, elle ne s'y arrête pas, mais elle va s'arrêter d'abord dans mon cerveau limbique, dans le cerveau des émotions. Et une fois qu'elle aura généré une émotion, l'information basculera dans le néocortex. Autrement dit, c'est pour ça que dans certaines situations où nous pouvons être amenés à réagir et après raisonnement, nous dire peut-être que ma réaction n'était pas adaptée à la situation. Mon émotion a pris le dessus, j'ai reçu une information et j'ai tout de suite déclenché un comportement suite à une émotion et ce comportement, je m'aperçois après qu'il n'était pas adapté. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité que je vais avoir lorsque je reçois une information à faire un stop et à pouvoir me dire, OK, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui comme émotion? Je vais faire un stop ici et je vais essayer d'analyser l'émotion que je vais ressentir à ce moment-là pour ensuite basculer sur un raisonnement qui va me permettre d'avoir l'action la plus juste par rapport à une situation. Pour ça, ça paraît simple expliqué comme ça, mais en fait, c'est assez compliqué parce que pour ça, il faut partir d'une grille de lecture assez, je dirais, poussée de comprendre comment est-ce que l'on fonctionne. Et c'est le principe de l'intelligence émotionnelle qu'a déployé Daniel Goleman, c'est de comprendre comment on fonctionne et comment les autres fonctionnent pour que je puisse être à même à adapter la bonne attitude. Comprendre comment on fonctionne, c'est se baser sur 2 notions. La première, c'est la différence entre moi et les autres. Et puis la deuxième, c'est
la différence entre la conscience et l'action. Autrement dit, si je suis orienté sur moi et dans la conscience de moi, je vais donc travailler la conscience de soi. Et on va voir ce que c'est. Si je travaille sur l'action orientée vers moi, je vais être sur l'autorégulation. Et si je travaille sur les autres et la conscience des autres, je vais être dans l'empathie. Si je travaille sur les autres et l'action vers les autres, je suis dans les compétences sociales. Et il y a une 5e dimension qui est centrale à tout ça, qui est l'énergie. C'est ce qu'on va voir ensemble rapidement, c'est ces 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle selon Daniel Goleman qui vont me permettre, à partir du moment où je vais utiliser correctement ces 5 dimensions, à pouvoir comprendre comment j'agis, comment je réagis, comment agissent et comment réagissent les autres pour pouvoir justement trouver les meilleures solutions par rapport à une situation. Élodie, tu me dis s'il y a des questions ou pas, j'avance toujours. Pour l'instant, il n'y en a pas et je viens de mettre un petit mot pour dire à tous les participants de ne surtout pas hésiter à nous poser les questions et comme ça, on peut leur donner la parole de manière à ce que ce soit le plus interactif possible. Eh bien, super. Super top. Donc, j'avance. La conscience de soi, on l'a dit, c'est comprendre comment je fonctionne et c'est bien sûr avoir une meilleure connaissance de soi. Une meilleure connaissance de soi, ça va passer par plusieurs choses. Bien sûr, il y a la connaissance, je dirais, technique, métier. Si on prend un cadre professionnel, on va parler de technique, métier. Mais il y a également la connaissance des émotions. C'est de comprendre quelles sont les émotions qui m'animent au quotidien. On l'a vu tout à l'heure, il y a 7 émotions. Il n'y a aucune de ces émotions n'est positive ou n'est négative. Ça n'existe pas une émotion positive ou une émotion négative. C'est ce que l'on en fait qui va être positif ou négatif. Autrement dit, la tristesse n'est pas une moins bonne émotion que la joie. La preuve en est, je peux être triste et du coup, cette tristesse peut me donner envie, je peux être triste pour quelqu'un et cette tristesse peut me donner envie de l'aider et du coup, de pouvoir apporter un soutien à une personne qui en a besoin. Par contre, je peux être dans la joie et la joie fait que je ne m'aperçois pas que mon interlocuteur n'est pas bien et qu'il aurait besoin d'aide. Parce que pour moi, tout va bien, pour moi, le monde est magnifique et tout est positif. Donc, on a une même situation, sauf que l'un va mieux comprendre peut-être la lecture ou la détresse de son interlocuteur et va avoir envie de l'aider parce qu'il va être triste pour lui. Et puis, quelqu'un va être beaucoup plus joyeux, qui est une émotion certes plutôt dynamique, mais pour le coup, va avoir un peu plus de mal à comprendre son interlocuteur et à savoir qu'il faut l'aider. Donc, une connaissance de soi, ça passe déjà par comprendre quelles sont les émotions qui nous animent. Et c'est une question essentielle que chacun d'entre nous, on doit se poser dans une situation vécue, de pouvoir se dire quelle est l'émotion que j'ai ressentie dans cette situation-là. Et je vais vous l'illustrer, si vous voulez bien, je vais vous l'illustrer à chaque fois par des exemples vécus dans mon quotidien et dans le travail que je peux faire chez certains de mes clients. Je vais vous l'illustrer avec un directeur commercial qui s'appelle Marc. Et Marc est un très bon directeur commercial depuis qu'il est dans l'entreprise. L'entreprise a une progression qui est très importante. Il est plutôt apprécié de ses équipes, de ses commerciaux. Par contre, ça ne passe pas du tout avec les autres services. Parce que Marc, clairement, il est dépendant aussi des autres services en tant que directeur commercial. Il est dépendant du marketing, il est dépendant de la communication, il est dépendant de la fabrication des produits, il est dépendant d'un certain nombre de services. Et Marc, il trouve que les autres services ne vont pas assez vite et du coup, ne lui donnent pas suffisamment les éléments suffisamment rapidement. Et donc, à chaque fois qu'il fait ce constat-là, l'émotion qu'il génère ou l'émotion qu'il vit, c'est la colère. Et naturellement, ça le met en colère. Et cette colère, elle déclenche quoi? Elle déclenche des mails qui sont assez cinglants, assez froids et je dirais même pas du tout adaptés par rapport à la situation. Forcément, les interlocuteurs en face, quand ils reçoivent ces mails-là ou appels téléphoniques-là, ils ne sont pas non plus très très fans et forcément, le retour n'est pas du tout constructif. Donc, le travail qui a été fait avec Marc, c'était déjà de comprendre quelle est cette émotion? Quelle est l'émotion qui se déclenche chez lui? Pourquoi cette colère se déclenche chez lui et qu'est-ce qu'il en fait de cette colère? La deuxième chose, et je reviens sur Springer, c'était de comprendre quel est le moteur qui est perturbé par rapport à ça. Pourquoi est-ce que cette émotion naît? Qu'est-ce qui fait qu'elle arrive, qu'elle submerge Marc et qu'elle le mette comme ça en colère? Il a fallu donc comprendre quel était son moteur. Et il a un moteur, Marc, qui est très important, qui est un moteur qui est lié à l'efficacité. Et pour lui, le fait de ne pas avoir les éléments, ça ne lui permet pas, du coup, à lui et à son équipe d'être efficace vis-à-vis de leurs clients.
Donc, cette perte d'efficacité, cette crainte de ne pas être efficace, déclenche chez Marc une colère qui, du coup, crée des tensions avec ses interlocuteurs. Je pourrais vous donner un autre exemple. Je pourrais vous donner l'exemple de Marie-Claire, qui, elle, Marie-Claire est une assistante produit dans une entreprise de parfum, très compétente, très compétente, voilà, reconnue dans l'entreprise pour ses compétences. Et en fait, Marie-Claire, elle est animée par une autre émotion, c'est la peur. C'est la peur de mal faire, la peur de ne pas être à la hauteur. Et du coup, cette peur déclenche chez elle constamment le besoin de solliciter ses interlocuteurs en interne pour s'assurer que ce qu'elle fait est bien. Et ses interlocuteurs, qui sont plutôt à la base des gens gentils, lui disent oui, rassure-toi, c'est bien, rassure-toi, c'est bien. Sauf qu'au bout d'un moment, les interlocuteurs commencent à saturer et finissent par lui dire écoute, Marie-Claire, stop, quoi. Stop, on n'en peut plus. Tu sais travailler, tu es pro dans ton métier. Arrête de constamment nous demander si ce que tu fais est bien, tu travailles bien. Mais elle a besoin d'être assurée parce qu'elle a peur. Elle a peur, et on revient toujours sur un moteur, en fait. Elle a peur de ne pas être aimée à travers la qualité de son travail. Donc, on a deux émotions, vous voyez, deux émotions qui, là, peuvent pénaliser nos deux personnages, nos deux interlocuteurs, et qui, du coup, les empêchent de fonctionner différemment. Donc, la conscience de soi, c'est déjà d'avoir une vision très claire sur deux éléments clés, c'est quelles sont les émotions qui m'animent, comment elles se manifestent et pourquoi elles se manifestent comme ça. Quel est le moteur qui est perturbé par telle ou telle situation, tel ou tel propos entendu ou que l'on m'a tenu. Et une fois que j'ai cette vision de moi qui est un peu plus claire, je vais pouvoir basculer sur la deuxième étape de l'intelligence émotionnelle qui est l'autorégulation. Johan, avant de basculer sur la deuxième étape, on a une question de Lorraine qui nous dit alors Johan, qu'est-ce que tu nous conseilles comme outil pour une personne pour qu'elle puisse développer sa connaissance de soi et sa confiance autre que thérapie psy? Alors, c'est délicat de vous conseiller un outil. Moi, j'utilise des outils que j'utilise, enfin, je suis certifié à des outils que j'utilise via un organisme qui s'appelle TTI Success Inside. Je dis, mais les personnes avec lesquelles je travaille, j'utilise ces outils pour être sur un outil de prise de conscience. C'est-à-dire que ce n'est pas un outil. En fait, il faut être conscient. C'est une très très bonne question pour le coup parce que ça me permet de préciser une chose. L'intelligence émotionnelle, c'est une compétence. Et le mot est volontairement choisi. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je développe à chaque instant de ma vie de tous les jours. Donc, il n'y a pas un outil qui va vous permettre de développer réellement votre intelligence émotionnelle. Il y a des outils qui existent, comme celui que moi j'utilise, qui vont vous donner une photo à un instant T, mais c'est plus un outil de prise de conscience. Ce n'est pas une vérité en soi. Le meilleur outil que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on appelle un carnet des émotions. C'est-à-dire que vous faites un carnet chaque jour, vous faites un carnet dans lequel vous allez écrire les situations vécues. Situations positives que vous avez bien vécues et situations que vous avez moins bien vécues, celles qui vous ont un peu plus perturbé. Et face à ces situations, vous allez analyser l'émotion que la situation a dégagée. Et du coup, la réaction qui a découlé de cette émotion. Exemple, si je reprends l'exemple de Marc ou de Marie-Claire, eh bien Marc, s'il devait faire ce qui est des émotions, ça serait le fait de dire je reçois un mail du service marketing qui me dit que je n'aurai pas les infos avant 10 jours. L'émotion qui monte, c'est la colère. Comment j'ai réagi? J'ai envoyé un mail assassin. Bilan de ça, réponse, encore un mail assassin. On n'a pas avancé et du coup, ils ne vont pas se défoncer pour moi. Qu'est-ce que j'en tire comme analyse, comme bilan de ça et qu'est-ce que je devrais faire la prochaine fois? Un cahier des émotions, c'est ça. C'est je prends une situation, j'analyse comment je l'ai vécu, quelle est l'émotion qui s'est manifestée à ce moment-là, quelle action ça a généré, et du coup, qu'est-ce que j'en conclus? Qu'est-ce que je ferai de mieux la prochaine fois? Peut-être que la prochaine fois, je dois refaire la même chose. Par exemple, si vous avez vécu très très bien une situation et qu'elle a déclenché une émotion positive et que vous avez su utiliser cette situation et cette émotion, eh bien, c'est bien le noter parce que ça vous encourage à reproduire ce modèle la prochaine fois. Voilà, je ne sais pas si, pour le coup, j'ai bien répondu à cette question, à la question qui était posée. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur outil. C'est prendre le temps de se poser et d'analyser les situations vécues et de pouvoir en tirer un enseignement. On est notre meilleur outil à émotion parce que c'est nous qui ressentons les choses. Et puis, une fois de plus, j'insiste beaucoup là-dessus, ne soyez pas gênés par les émotions que vous ressentez
parce qu'elles sont toutes positives ou pas, ça dépend ce que vous en faites. Moi, mes deux émotions maîtresses, c'est la tristesse et la colère. Le jour où j'ai compris que c'était la tristesse comme émotion maîtresse, bon, c'est vrai que sur le coup, je ne me suis pas dit, wow, super, Johan. Mais en fait, une fois que j'ai compris comment j'utilisais cette tristesse, en fait, je suis très fier de la tristesse parce que en fait, je l'utilise pour être utile aux autres. Et ça me va bien, ça me nourrit, ça nourrit un moteur altruiste en fait. Voilà. Et la colère, ouais, c'est vrai que j'ai un côté parfois un peu sanguin, je peux partir comme ça au quart de tour. Mais cette colère, du coup, j'ai appris à la traduire sur le fait de ne pas subir une situation. Je ne sais pas, imaginons, je fais un peu de science-fiction comme ça, mais imaginons qu'un jour, un truc peu probable, un jour, il y a une pandémie, par exemple. Truc qui, bon, il y a peu de chances que ça arrive, mais imaginons un virus qui circule dans le monde et puis ça paralyse tout. En tant que patron d'entreprise, la colère est une émotion qui, moi, m'a permis, la tristesse et la colère sont deux émotions qui m'ont permis de faire face à cette situation. Parce que forcément, au début, la tristesse, le business, il prend un coup, les formations sont annulées les unes après les autres, tout ne se transforme pas en distanciel, tout le monde, oh là, gros coup sur, OK. Et la colère, elle dit, qu'est-ce que tu fais toi maintenant du coup? Qu'est-ce que tu fais de cette situation? Et là, du coup, la colère me permet de me battre et d'avancer et de mettre en place de trouver des solutions pour avancer par rapport à une situation qu'on vit tous aujourd'hui, qui est une situation très compliquée pour tout le monde. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trop étalé sur cette réponse pour le coup et qu'elle vous a… Non, on a Lorraine qui nous dit que c'était très clair. On a Camille qui nous dit qu'elle rejoint donc la question de Lorraine en disant comment comprendre quel est le moteur qui nous anime. Alors peut-être tu as répondu avec le cahier des émotions aussi, je ne sais Alors, pas. avec le cahier des émotions, ouais. Comprendre le moteur qui nous anime, c'est super complexe. La meilleure méthode, c'est de se poser la fameuse question du pourquoi 5 fois, le fameux 5 fois pourquoi. Pourquoi pour moi, le travail, ce qui est important, c'est que le travail soit bien fait. Pourquoi? Parce qu'un travail bien fait, c'est un travail de qualité. Ok, merci, c'est gentil. On continue. Pourquoi c'est important un travail de qualité? Parce qu'un travail de qualité, c'est s'assurer qu'on va nourrir les clients et que les clients vont avoir quelque chose de fiable. Ok, pourquoi c'est important que les clients aient quelque chose de fiable? Parce que c'est notre métier, que c'est la notion de service à nos clients est essentielle. Pourquoi la notion de service au client est essentielle? Eh bien, parce que moi, c'est ce qui me nourrit, c'est le fait que quand je fais quelque chose, ça enrichisse les autres. OK, donc pour toi, ce qui n'est pas important, ce n'est pas que le travail soit bien fait. Ce qui est important, c'est de nourrir les autres par un travail bien fait. Donc, c'est vrai que pousser le pourquoi comme ça, très loin, comme ça, permet vraiment de pouvoir définir un moteur. Après, il ne faut pas se prendre la tête. C'est-à-dire que quand vous avez défini que pour vous, le moteur, c'est le travail bien fait, partez là-dessus. Pour moi, le travail, c'est bien. Pour moi, ce qui est important, c'est le travail bien fait. Et petit à petit, au fur et à mesure où vous allez décliner votre cahier des émotions, vous allez voir que naturellement, vous allez pousser cette réflexion tout doucement à vous dire mais pourquoi j'aime le travail bien fait, en quoi c'est important, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure où vous allez avancer dans votre cahier, vous allez voir que vos moteurs vont se dessiner. Alors, on n'en a pas, il ne faut pas en trouver des tonnes, des moteurs, vous en trouvez 2, 3, 4, on va dire les 2, 3 essentiels qui vous animent au quotidien professionnel. J'entends dire, les moteurs personnels peuvent être différents. Je me permets d'avancer parce que le temps tourne et après je voudrais vous le laisser réagir par rapport à tout ça à l'issue de cette présentation. Une fois que j'ai compris les émotions qui m'animent et que j'ai compris comment elles pouvaient, ce qu'elles pouvaient générer comme comportement, comme action, comme réaction, bien, il faut que j'arrive à basculer, d'après Daniel Goleman, toujours dans une deuxième étape qui est ce qu'on appelle l'autorégulation. L'autorégulation, c'est ce que je vous ai un petit peu illustré tout à l'heure, c'est la capacité que je vais avoir à traduire cette émotion en quelque chose de constructif. C'est ce qu'on peut appeler ma capacité d'innovation, c'est-à-dire à trouver une autre réponse que celle que l'émotion génère naturellement. Bien entendu, Marc, quand il est en colère et qu'il envoie le mail assassin, c'est colère, réaction instantanée, je dégomme le service marketing. Bon. En travaillant avec lui, il a vite compris qu'il n'avait pas le retour qu'il fallait. Donc, la question, c'est, Marc, qu'est-ce que tu fais pour que cette colère se transforme en quelque chose qui te soit bénéfique? Donc, la première chose à faire dans l'autorégulation, c'est déjà d'avoir une capacité à verbaliser ses émotions. Une émotion, c'est quelque chose que l'on ne doit surtout pas garder pour soi. Si on garde les émotions pour soi, on va être en souffrance et en frustration. Ce sont des causes, ce n'est pas la cause principale, mais ce sont des causes de burn-out. Le fait de ne pas savoir exprimer ses émotions. Il faut savoir exprimer ses émotions. Sauf que plutôt que
de basculer dans un état colérique, eh bien, il vaut mieux dire à quelqu'un « je suis en colère ». Plutôt que de basculer dans les larmes, il faut savoir dire ce que tu me dis, ça me fait de la peine, je suis triste. Plutôt que de dire de basculer, je ne sais pas, dans une attitude excessive, il faut savoir dire je suis dégoûté, je suis choqué, je suis surpris, je trouve ça génial. Il faut savoir exprimer ses émotions. Pourquoi c'est important? Parce que d'abord, on se libère en exprimant et en verbalisant son émotion, on se libère de cette émotion. Et le deuxième point, c'est qu'on permet à notre interlocuteur de la comprendre et de l'entendre. Et c'est essentiel pour notre interlocuteur de dire, c'est plus marquant d'entendre quelqu'un dire « je suis en colère » que de voir quelqu'un de colérique. Quelqu'un de colérique, on n'a aucune envie de communiquer avec lui. Quelqu'un qui dit « je suis en colère », ça nous interpelle. Et là, on se dit « pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?» Et Marc a appris à faire ça. Il a appris à non plus envoyer des mails, mais à décrocher son téléphone ou à aller traverser la structure et aller voir le service marketing en disant « je viens de voir ton mail, je t'avoue que je suis en colère parce que moi, j'attendais vraiment cette information pour la fin de semaine. Qu'est-ce que l'on peut faire pour que, malgré tout, mon équipe commerciale, à la fin de la semaine, puisse avoir des éléments ?» Et donc, à partir de là, une fois que j'ai verbalisé mon émotion, eh bien, je vais pouvoir plus facilement essayer de trouver des solutions par rapport à cette situation-là. Marie-Claire, tout à l'heure dont je vous parlais, c'est ce qu'elle a fait également. Elle a su dire, là, j'ai peur de ne pas savoir faire. Mais sauf que plutôt que d'aller voir les autres, elle s'est auto-coachée, entre guillemets, et elle s'est dit, OK, cette peur, il faut que j'arrive à en faire quelque chose de positif. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour m'assurer que ce que je fais est un travail de qualité? Et donc, elle s'est mis des garde-fous. Elle s'est mis des garde-fous sur son travail où elle fait des checkpoints régulièrement et elle s'assure que ce qu'elle fait respecte bien les process, est bien dans les normes, est un travail de qualité. Et petit à petit, elle a gagné en autonomie de cette manière-là parce que petit à petit, sa peur, dès qu'elle sent qu'elle a peur, elle se dit « Ok, j'ai peur, maintenant qu'est-ce que je fais pour que cette peur devienne une action constructive ?» C'est l'étape la plus difficile dans l'intelligence émotionnelle. C'est autant il est très simple de verbaliser ses émotions. Après, les traduire en action, c'est quelque chose qui est un peu plus difficile. Donc, autorisez-vous le droit de vous tromper. Autorisez-vous le droit de vous planter et de dire « Ah bah tiens, ça, c'était pas la bonne idée. La prochaine fois, je ferai mieux. » Une fois plus, ce qui a des émotions vous aidera là-dessus. Élodie, pareil, s'il y a des questions, je te laisse m'interrompre. Il n'y en a pas pour le moment, mais pas de souci. Il y avait juste Estelle qui nous disait que la prise de conscience, il existe aussi la sophrologie. Alors oui, je suis pas du tout calé en sophrologie pour le coup, donc, mais j'ai plein de collègues qui, eux, m'ont fait ce retour-là. Donc a priori, il y a un très très bon retour positif effectivement sur la sophrologie. Là, pour ma part, je suis pas extrêmement calé là-dessus, donc je vais pas m'embarquer sur un truc que je connais pas. Vous l'avez compris, les deux premiers points qu'on a vus, la conscience de soi et l'autorégulation, je travaille sur moi. Après, dans une situation, très souvent, il y a un autre, un interlocuteur, quelqu'un d'autre. Et il faut aussi que je comprenne comment lui fonctionne. L'empathie, c'est une autre compétence de l'intelligence émotionnelle. L'empathie, c'est ma capacité à comprendre l'autre et également à le nourrir. C'est-à-dire que l'empathie, alors je vais un petit peu me la jouer parce que c'est le seul mot dont je connais l'étymologie grecque, donc j'aime bien le ressortir. L'empathie, ça vient du grec pathos, qui veut dire souffrir. La sympathie, c'est je souffre pour toi. L'empathie, je souffre comme toi. C'est-à-dire que je ressens ce que tu ressens. Et la capacité de l'empathie est essentielle parce que parfois, dans certaines situations, eh bien, comprendre comment l'autre perçoit la situation, vous savez, c'est ce 6 et ce 9, les deux petits bonhommes qu'on voyait tout d'abord en début de réunion, c'est de comprendre pourquoi est-ce que toi tu vois un 6 ou pourquoi est-ce que toi tu vois un 9. Donc, l'empathie, développer son empathie, c'est poser des questions. Poser des questions neutres, c'est-à-dire sans jugement, des questions ouvertes qui vont permettre à notre interlocuteur de s'exprimer, et puis surtout chercher à comprendre qu'est-ce qui le nourrit. C'est-à-dire de quoi il a besoin. À partir du moment où j'ai compris ce qui le nourrit, eh bien, je vais pouvoir l'emmener avec moi. C'est le point suivant qu'on va voir ensemble. Si je reviens sur l'exemple de Marc, Marc, la question qu'il doit poser, c'est pourquoi ce service marketing ne peut pas sortir la documentation technique qu'il attend depuis longtemps.
Et en posant cette question-là, il a compris dans quelle situation se trouvait le service marketing et que le service marketing était dépendant de plein d'autres choses. Ce n'est pas juste qu'il n'avait pas envie, c'est qu'il avait lui-même ses contraintes. Et à partir de là, la question qu'il a posée, c'est qu'est-ce qu'il te faudrait, toi, service marketing, pour pouvoir avancer plus vite? Et du coup, il ne devient plus quelqu'un qui demande quelque chose à un interlocuteur, mais il devient quelqu'un qui demande quelque chose et comment je peux t'aider, t'accompagner là-dessus. Donc, l'empathie, ça va être ma capacité à comprendre l'autre et à le nourrir. Et si à ça, vous rajoutez une émotion qui va être l'émotion de la tristesse, eh bien, vous allez pouvoir développer même de la compassion. Et la compassion, c'est alors encore aller plus loin dans cette notion d'empathie, c'est-à-dire de vraiment aller voir quelles sont les émotions qu'il peut ressentir et de pouvoir vraiment se mettre à sa place et essayer d'imaginer comment lui il réagirait par rapport à cette situation et comment il la ressentirait et à quel point elle peut l'atteindre, elle peut le perturber. Mais la compassion est vraiment quelque chose de vraiment beaucoup plus poussé. Alors, on a un pro de l'intelligence émotionnelle parce qu'on a Christophe qui a anticipé ce que tu disais en disant mieux que l'empathie, il vaut mieux être dans la compassion, le management compassionnel. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, il y a un gros travail à faire sur les managers, sur déjà comprendre comment eux-mêmes fonctionnent, et on revient sur les deux étapes dont je vous parlais tout à l'heure, et deux, de se poser la question de comment fonctionnent mes interlocuteurs, comment fonctionnent mes collaborateurs, et d'essayer de se mettre à leur place, d'essayer de comprendre pourquoi telle situation les impacte autant et à quel point ils peuvent sentir la tristesse, la colère, la joie, la peur par rapport à une même situation. C'est une très bonne remarque sur le management compassionnel. C'est un gros travail aujourd'hui qui est à faire auprès des managers et qui commence seulement à se développer, mais on en est encore très loin aujourd'hui en France. Quatrième dimension de l'intelligence émotionnelle, c'est les compétences sociales. Une fois que j'ai compris comment je fonctionnais, une fois que j'arrive à m'auto-réguler, c'est-à-dire à innover dans ma capacité de réponse, une fois que j'ai compris comment fonctionnaient mes interlocuteurs, que j'ai développé cette forme d'empathie, les compétences sociales, ça va être ma capacité que je vais avoir à convaincre et à fédérer les autres. Alors, fédérer, ça veut dire quoi? Fédérer, ça veut dire développer un leadership. Maintenant, il faut qu'on se mette d'accord sur la définition du leadership. Le leadership, c'est ma capacité à influencer positivement les autres dans une direction bénéfique à tous. Et tous les mots sont importants. Fédérer les autres, ça c'est bien. Positivement, c'est essentiel. Si je ne fédère pas positivement, je ne suis pas un leader, je suis potentiellement un manipulateur. Dans une direction bénéfique à tous, ça revient toujours à la même chose. Si je les fédère pour mon intérêt, ce n'est pas la même chose que je les fédère pour l'intérêt de tout le monde. Donc, les compétences sociales, c'est vraiment ma capacité à fédérer les autres pour le bénéfice de tout le monde. Donc, c'est ma capacité à communiquer efficacement, à gérer les conflits, bien entendu. C'est ma capacité à donner envie, à construire des liens. C'est vraiment quelque chose d'essentiel dans l'intelligence émotionnelle. C'est savoir utiliser mes émotions et celles des autres pour nous amener dans une direction commune qui nous soit bénéfique pour tous. Je reviens sur la notion de Marc. Lorsque Marc a développé son empathie pour comprendre la situation du service marketing, la question qui s'est posée, c'est comment je peux t'aider, comment on peut sortir de cette situation-là. Là, il a développé ses compétences sociales. Et du coup, aujourd'hui, Marc et le service marketing travaillent ensemble sur tous les projets marketing et commerciaux. Alors, pendant des années, ils ne se parlaient pas. Ce qui est assez incroyable, vous me direz, entre le marketing et le commerce, de ne pas se parler. Mais c'est assez courant dans beaucoup d'entreprises, malheureusement. Donc, aujourd'hui, ils avancent ensemble parce que chacun a compris comment l'un et l'autre fonctionnaient et chacun a compris qu'il fallait, pour avancer ensemble, nourrir l'autre et du coup, développer ses compétences sociales. La dernière dimension, et je vais après vite conclure pour pouvoir vous donner la parole, la dernière dimension essentielle dans l'intelligence émotionnelle, c'est l'énergie. L'énergie, c'est ma capacité à m'engager. C'est ma capacité à me fixer des objectifs. C'est ma capacité à développer, on l'a vu tout à l'heure, de l'innovation, mais également des initiatives nouvelles. C'est essentiel parce que c'est cette capacité à me dépasser qui va me permettre de grandir. Tout à l'heure, je vous disais que l'intelligence émotionnelle sont des compétences que l'on développe au quotidien. Eh bien, c'est ça qui va me permettre à chaque fois de mesurer que j'ai avancé petit à petit, que je
comprends mieux mes émotions, que je comprends mieux comment elles se traduisent en action, que j'ai travaillé ma capacité à innover, que je travaillé ma capacité à poser des questions aux autres pour développer mon empathie, que j'ai travaillé ma capacité à fédérer, à mieux communiquer. Et à chaque fois que je vais me fixer ce genre d'objectif, eh bien, je vais développer mes compétences émotionnelles ou mes compétences d'intelligence émotionnelle et je vais du coup grandir et évoluer dans cette notion-là et je pourrai à chaque fois me fixer des objectifs encore supplémentaires. Donc, ces 5 dimensions, en fait, on peut les résumer sur ce schéma-là qui pour le coup résume tout avec, vous voyez, cette notion d'énergie qui est vraiment centrale parce qu'à chaque fois, je me fixe des objectifs sur chaque dimension et je définis à chaque fois, je pourrais dire un plan d'action, mais ce n'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas, je me définis à chaque fois des actions que je vais mettre en place pour progresser sur les 4 autres dimensions et c'est ça qui va me permettre d'avancer. Donc, pour répondre à la question, tout à l'heure, je ne sais plus qui posait la question, je crois que c'était Estelle ou Isabelle, je ne sais plus. Sur les outils, je reviens sur la notion du cahier des émotions. Le cahier des émotions, il pourrait se traduire sur ces 5 dimensions. C'est-à-dire, sur une situation, comment est-ce que je m'évalue, comment est-ce que j'ai réagi, quelle est l'émotion qui m'a envahi dans cette situation, et là je suis sur la conscience de moi. Comment est-ce qu'elle s'est traduite en action, qu'est-ce que ça a donné, et là je suis dans l'autorégulation. Quelle est ma compréhension de la réaction des autres par rapport à cette situation? Comment est-ce que j'ai su ou pas su fédérer et entraîner les autres avec moi? Et du coup, quels sont les objectifs que je peux me fixer pour la fois prochaine dans une situation identique? C'est à la fois un exercice qui est très très riche parce que c'est un vrai travail sur soi et c'est vraiment un moment où on prend le temps de réfléchir sur soi et sa relation aux autres, sur son mode de fonctionnement. Et puis, c'est également aujourd'hui vraiment ce que nous, on appelle, dans notre métier, on appelle ça trouver des ressources en soi pour justement faire face à ces différentes situations et pouvoir performer. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez voir que très, très vite, eh bien, vous allez vite passer des paliers et vous allez vite réussir à passer ces étapes et à vous dire, en fait, ouais, je progresse et je suis capable de mieux gérer mes émotions, de mieux gérer les situations. Voilà, c'est ce qu'on appelle les ressources. Et c'est à partir de là, en vous fixant à chaque fois cette analyse et ces objectifs, que votre performance va se développer et va se décupler. Voilà, je regarde l'heure, il est 15h20. Je suis arrivé au terme de cette présentation et du coup, on peut laisser libre cours aux questions-réponses qu'il peut y avoir parmi l'ensemble des personnes présentes. Merci beaucoup, Yoann, pour cette intervention. Ce que je vous propose, plutôt que de mettre maintenant les questions dans le chat, vous pouvez directement débloquer votre micro et prendre la parole. Comme ça, on fait un moment d'échange. Peut-être nous dire ce que vous avez pensé de cette présentation, si vous avez appris des choses, si vous avez des questions, des remarques ou un témoignage. N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, bonjour, c'est Odile. Alors, je suis chef de projet chez Enedis. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation déjà. Effectivement, c'est super intéressant et puis ça fait se remettre un petit peu en question, en cause. Là, on va s'arrêter sur cette phrase-là. C'est super. C'était une bonne phrase de conclusion. Merci à tous. Passez une bonne journée. À très bientôt. Là, je vous interromps. Excusez-moi, Odile. Mais j'ai quand même une vraie question. En fait, moi, j'ai fait le disque, les couleurs, etc. parce que j'ai fait une année de management à l'EDEC. Donc, c'est super. Mais comment on fait quand on a un collectif d'une 30aine de personnes à manager et qu'on n'a pas forcément le temps de connaître chacun de ses collaborateurs? Alors ça, c'est clair que c'est assez compliqué. Vous avez fait le disque avec Stéphane Crisan, j'imagine, à l'EDEC. Et ça, c'est un top programme qui est vraiment très, très bien et que, à la rigueur, je recommande à beaucoup de monde parce qu'il est hyper complet. Donc, déjà, on va sur le disque de Marston. Donc, c'est les comportements, c'est les 4 couleurs de comportement pour situer pour tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est quand vous faites le lien entre chaque comportement et chaque émotion, eh bien, vous savez qu'il y a un lien. C'est-à-dire que le rouge est plutôt porté par l'émotion de la colère, le jaune plutôt porté par l'émotion de la joie, le bleu plutôt porté par l'émotion de la peur et le vert plutôt porté par l'émotion de la tristesse pour les autres. Le vert n'est pas quelqu'un de triste, mais c'est quelqu'un qui est triste pour les autres. L'intérêt du disque de Marston, c'est que c'est quelque chose qui est
facilement transposable auprès des collaborateurs. Est-ce que vos collaborateurs ont fait le disque, eux? Non. Non. Donc, quand les collaborateurs n'ont pas fait le disque, l'intérêt de Marston, c'est qu'on peut vite essayer de comprendre s'ils sont effectivement rouge, jaune, vert ou bleu par rapport à leur attitude. Il n'y a pas de secret malgré tout par rapport à ça. Il faut avoir un moment d'échange avec eux et un moment où il faut leur poser quelques questions clés pour qu'ils arrivent à vous verbaliser leur mode de fonctionnement. C'est important que ce soit eux qui le verbalisent parce que généralement, on est plutôt d'accord avec soi-même. Ou alors, on a un problème quelque part et là, on n'est plus dans mon domaine de compétences. Mais les questions assez simples, c'est comment est-ce que tu aimes travailler? Qu'est-ce qui est important pour toi dans ton travail? Une bonne journée, elle se passe comment? Elle se déroule comment? Et dans ce genre de questions, donc c'est toujours des questions ouvertes, vous voyez, puis c'est toujours des questions qui sont assez neutres. Avec ce type de questions, vous allez définir, toujours par rapport au modèle que vous maîtrisez, il faut rester sur le modèle que vous maîtrisez, sur Disque ou Marston, s'ils sont plutôt rouge, jaune, vert, bleu. Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que c'est plutôt le résultat? Est-ce que c'est plutôt le fait d'interagir avec les autres? Est-ce que c'est plutôt le travail d'équipe? Est-ce que c'est plutôt de faire des choses qui soient posées, méthodiques? Est-ce que c'est plutôt le respect des process? Comment est-ce qu'une journée, tu aimes qu'une journée se déroule par rapport à ça? Mais c'est vrai que la difficulté quand on a une trentaine de collaborateurs, comme vous venez de le dire, c'est que ça demande du temps. Mais là, je suis désolé, pour le coup, Odile, il n'y a pas de secret, quoi. Il faut prendre ce temps-là et il faut réussir à avoir ce temps-là pour discuter avec les gens sur un temps qui est dédié à ça. Hein. Ça ne se fait pas autour d'une machine à café, ça ne se fait pas autour d'une assiette le midi, ça se fait vraiment sur un moment où on fait un point sur l'activité, on fait un point sur un projet. Et là, je pose 2-3 questions clés. Et avec ces 2-3 questions clés, j'ai une idée du profil qui se dessine. Et c'est là où je peux dire les choses, où moi aussi je peux faire passer des messages. Je ne sais pas, je veux dire, Odile, je comprends que pour vous, ce qui est important, c'est ce côté, cette créativité, cette interactivité, ce côté imaginatif. Et pour moi, en même temps, j'aime que les choses soient posées, soient méthodiques. Donc, il faut qu'on arrive à fonctionner bien, fonctionner ensemble. Parce que si à chaque fois que je me pose et que je commence à développer et à travailler, vous avez une idée nouvelle, ben, ça me met un peu tout par terre. Donc, il faut qu'on arrive à bien fonctionner ensemble de manière à ce que nos deux modes de fonctionnement qui sont complémentaires fonctionnent ensemble. Mais voilà, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, Odile, mais pour le coup, vous avez la force du disque, donc vous pouvez vite comprendre comment il fonctionne avec ces 3-4 questions clés. Et à partir de là, en leur faisant verbaliser ça, vous allez voir comment pouvoir les approcher avec eux et comment pouvoir aussi travailler avec eux sur le fait de dire attention, il peut y avoir un risque dans le fait de vouloir toujours rechercher un objectif. À court terme, c'est super, mais parfois, il faut voir le projet à plus long terme. Donc, sois vigilant là-dessus. Ne cherche pas à vouloir aller trop vite. Et c'est là que vous allez pouvoir commencer à pouvoir manager, entre guillemets, vos collaborateurs. Merci beaucoup. Je vous en prie, ça répond bien à votre question. C'est efficace. Effectivement, les questions clés, c'est quelque chose qui est efficace parce que faire passer le disque à tout le monde pour ne pas ensuite avoir le temps vraiment de le porter, de l'appréhender, etc., je trouve que c'est trop difficile, mais effectivement, les questions clés, c'est efficace et rapide. Merci. Alors, moi, je ne peux que vous encourager à faire passer le disque à tout le monde et avec les moteurs de Springer parce que c'est un excellent complément. Les moteurs vont vous permettre de voir quelles sont les motivations qui rassemblent vos collaborateurs et ceux qui peuvent les amener à s'opposer. Alors, s'opposer, c'est un terme un peu violent, mais malgré tout, ça peut être le cas. Mais c'est vrai que les moteurs de Springer est un outil qui est vraiment très très riche. Donc via pareil, hein, c'est TTI Success Insight qui fait ça via le disque. Et moi, quand j'utilise dans les structures avec lesquelles je travaille, j'utilise beaucoup sur la cohésion d'équipe pour que chacun puisse voir comment il se situe par rapport à un ensemble de collectifs et voir que mon moteur en final il est partagé par beaucoup ou au contraire que mon moteur est peut-être un petit peu atypique par rapport aux autres. Donc il faut que j'en sois un peu conscient. Donc l'idéal, c'est de pouvoir faire ces outils-là avec l'ensemble de votre équipe. Mais là où vous avez complètement raison, Odile, c'est qu'à partir du moment où on part dans une démarche comme celle-là, il faut y être prêt à y consacrer du temps. Parce que c'est quelque chose il ne faut pas juste faire ça pour se faire plaisir. Il faut qu'il y ait un objectif pédagogique derrière, il faut y consacrer du temps et il faut que derrière l'équipe en tire une richesse. Parce qu'autrement, si elle n'en tire pas une richesse, on a fait un truc sympa, mais au final, c'est très vite oublié après. Merci beaucoup. Merci Odile, merci à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres suggestions, remarques? Johan, juste pendant ton intervention, j'ai mis les coordonnées dans le chat. Des fois, il y a des questions qui nous viennent un peu plus tard ou lorsque la visio est terminée. Donc comme ça, les personnes pourront te contacter.
Eh bien, très bien, n'hésitez pas effectivement à me contacter ou à revenir vers moi. Je crois de toute manière que cette réunion est enregistrée, donc tout le monde aura la Oui. possibilité de retrouver l'enregistrement et le contenu de tout cela. Est-ce que tu veux qu'on fasse je ne sais pas, on avait parlé hier, un petit sondage à la fin sur, Ouais. on peut faire un petit sondage rapidos. Toc, toc, toc. Alors attends, toc, je vais arrêter le partage. Toi, tu peux le faire ou moi, je peux le faire? Je peux Alors, pas le faire, attends. moi. Tu peux le faire toi, normalement, non? Eh bien, non. Non? Ah mince. Ouais, je peux pas le faire. Connecté depuis un autre appareil, votre sondage est inactif. Alors, attends. Non, bah écoute, prends pas la tête. Si on peut pas le faire, on va pas le faire. Faut pas. Si vous avez encore une petite demi-heure à nous Non, consacrer, regarde, le temps dis-moi qu'on si trouve. là, ça fonctionne. Alors, Carole qui nous dit atelier très intéressant, très bien abordé. Merci, Johan. ouais, c'est gentil. Merci, Carole. Est-ce que là, Écoute, ça non. fonctionne? Non, je peux pas le faire. Ah Je peux mince. pas le faire. Ouais, je peux pas le faire. Par contre, vous avez tous des émoticônes, peut-être. Vous pouvez faire une petite réaction émoticône. Ah ouais, mais il n'y a pas d'émoticône négatif aussi. Si y a quelqu'un qui n'est pas content, il ne pourra pas le mettre. Ouais, donc c'est un peu dommage. Bon, allez, c'est pas grave. On ne fait pas de sondage. On ne va pas prendre de temps là-dessus. Mais en tout cas, merci beaucoup, Carole, pour ce commentaire. Merci à toutes. Ah, c'est gentil. Il y a plein de pouces levés. En fait, voilà. Moi, je suis émotion. Vous voyez. Ah, ça y est. C'est super gentil. Merci beaucoup pour votre présence déjà à toutes et à tous. Et puis, je me tiens à votre disposition si vous avez des commentaires ou des questions ou besoin d'informations complémentaires. Merci beaucoup, Élodie, pour cette opportunité de Merci à faire cette toi. présentation. C'était chouette. Effectivement, comme tu le disais, dès demain, vous pourrez retrouver donc, cette visio en replay sur le site de l'UPE. Donc, n'hésitez pas même à partager autour de vous, à tout votre réseau. Merci beaucoup. Une belle journée, belle continuation à tous. Bon après-midi, à Merci, bientôt. merci à tous. Au revoir. Au revoir.